Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres que nous développerons dans cette nouvelle édition. Après 9 mois d'attente, l'avion à énergie solaire Solar Impulse a repris son envol, direction l'Ouest américain. Le Conseil économique et social des jeunes s'est réuni pour la 9e édition. Nous reviendrons sur le nouveau partenariat entre le musée océanographique et le jardin exotique. Et finalement, nous vous proposerons de vous évader en Indonésie à la découverte de l'artisanat de cet archipel situé entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Solar Impulse a repris la direction des airs. Après une immobilisation à Hawaï depuis le mois de juillet, l'avion a décollé avec à son bord Bertrand Piccard, cap cette fois-ci sur la côte ouest des États-Unis. Sandrine Nègre a assisté à son départ depuis le Monaco Control Center. Il est 6h16 du matin à Hawaï, à Monaco 18h16. Ce décollage permet aux équipes de Solar Impulse de renouer avec cette formidable aventure humaine, technologique et environnementale en plein ciel. À bord de l'avion, encouragé à distance par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, Bertrand Piccard décolle. Il succède ainsi à André Borschberg qui avait lui atterri en juillet 2015 sur le sol hawaïen. Tous nos vols sont faits en fonction de la météo. Et là, on a eu beaucoup de chance d'avoir cette possibilité de décoller, je dirais pratiquement 10 jours après la première date possible. En fait, on parlait du 10 ou du 15, maintenant on est le 21, donc c'est une semaine après. C'est fantastique parce qu'on a une excellente fenêtre. Alors vous avez vu que ça n'a pas été facile ce matin là-bas, ce soir pour nous. Parce que le vent était plus fort que prévu. Donc on a sorti l'avion pour finir, on a décidé, ouais, c'est un petit peu dangereux, on le reprend à l'intérieur, mais on attend, on garde confiance. Ce nouveau vol constitue la deuxième étape de traversée du Pacifique après Nagoya, Honolulu. La seconde devrait mener Solar Impulse vers la Californie du Nord. On avait plusieurs destinations, on avait Los Angeles, on avait San Francisco, on avait même Phoenix en Arizona. On a choisi près de San Francisco, ça s'appelle Mountain View, c'est au sud de la baie de San Francisco dans la Silicon Valley. On a choisi cette destination maintenant à cause de la situation générale sur le Pacifique. On va avec les vents plutôt que d'aller contre. Et une arrivée prévue dimanche matin ? Dimanche matin, heure de Monaco, samedi soir, heure de San Francisco, il y a 9 heures de décalage. Sur place, au cœur du Monaco Control Center, plusieurs dizaines de personnes travaillent pour mener Solar Impulse à bon port ou plutôt à aéroport. Une trentaine de femmes et d'hommes poursuivent diverses missions pour veiller au bon déroulement de ce tour du monde. Direction le Palais Princier pour la traditionnelle cérémonie de remise des lettres de créance. Comme vous pouvez le voir sur ces images, ce jeudi matin, le Prince Albert II recevait l'ambassadeur de la République de Djibouti. C'est ensuite présenté au prince souverain, l'ambassadeur de la République d'Équateur. Ils sont lycéens et motivés. Le Conseil économique et social des jeunes s'est réuni ce mercredi pour son assemblée annuelle. Le moment de présenter successivement leurs différents projets. Plus d'explications sur cette initiative dans ce reportage. Créer une liaison par câble entre le terminal croisière et Monacoville ou alors une centrale ou l'eau motrice, prendre des mesures dans la restauration scolaire en principauté ou pourquoi pas valoriser des mobilités douces en développant les voies de circulation verte. Voici les ambitieux projets proposés lors de la 9e assemblée du Conseil économique et social des jeunes, une initiative présidée cette année par son Excellence M. Bernard Fautrier. Je crois que c'est quelque chose de tout à fait stimulant et enrichissant et c'est effectivement une idée remarquable qui est développée depuis plusieurs années par le Conseil économique et social, son président Garino et la direction de l'éducation nationale. Ça permet aux jeunes de, faire des propositions, d'optimiser leur esprit d'innovation, leur inventivité. Et là, cette année en particulier, on est face à trois suggestions qui, bien entendu, sont du plus haut intérêt pour moi, puisqu'elles sont toutes plus ou moins ciblées sur des questions qui sont des questions d'environnement ou de développement durable. Donc je pense que c'est intéressant de pouvoir en discuter et échanger avec les jeunes. Ils étaient donc 36 élèves volontaires, accompagnés par leurs professeurs. Ils travaillent sur ces différents projets depuis le mois d'octobre.
Thème imposé cette année, l'environnement et le développement durable. Depuis que je suis toute petite, je suis impliquée dans beaucoup de projets qui sont impliqués justement dans la mer, le développement durable, la protection de l'environnement. Donc c'est vrai que c'était un projet qui me touchait et donc qui m'a permis de fournir des efforts en plus et donc de m'impliquer énormément dans ce projet. Et ça a permis aussi à d'autres élèves qui n'avaient pas forcément une sensibilisation aussi poussée que, par exemple, moi ou certaines personnes de mon groupe, à découvrir l'importance que pourrait bénéficier Monaco de cette houle. Et donc, ça nous a permis donc, de renforcer notre groupe et notre culture aussi. Une initiative qui vise effectivement à associer les élèves à l'avenir de leur pays et de leur permettre de développer leur sens de l'écoute, du travail en équipe et du débat. Mon groupe, j'espère que ça leur a apporté, même je suis sûr que ça leur a apporté un bien déjà pour notre classe, pour notre lycée, qu'on puisse montrer que nous sommes aussi dans le sujet de l'écologie et du développement durable, le lycée technique de Monaco. Et pour moi aussi une fierté de représenter ma classe en étant délégué et en même temps d'être un peu le meneur de ce groupe. Ça nous a appris beaucoup de choses déjà pour le travail en groupe. Et puis on a appris à prendre contact avec des personnes qui sont extérieures de notre lycée où on n'a pas l'habitude de le faire en étant élève. Et on a pris donc des rendez-vous comme des adultes en se débrouillant un peu seul pour gérer un projet du début jusqu'à la fin. Ils ont creusé, je dirais, leur projet. Ça n'est pas une simple idée en l'air. Je crois qu'ils se sont renseignés sur les problèmes techniques qui pouvaient être posés. Il en reste, bien entendu, et parfois important. Mais je veux dire, il y a un fond d'idées qui sont des idées susceptibles d'être concrétisées et en plus qui répondent de façon heureuse à ce que sont des préoccupations du moment en matière de déplacement, en matière de recyclage, d'économie circulaire. Donc de ce point de vue-là, c'est stimulant. Les projets ont donc été choisis il y a quelques mois en fonction des intérêts de chacun des groupes ou selon les suggestions de leurs professeurs. Notre professeure, Madame Cellario, qui voyait beaucoup de projets se créer en France et partout dans le monde. Et à son initiative, on a commencé à creuser sur ce projet. Chaque groupe est venu défendre tour à tour son projet, des projets qui ont pour la majorité remporté un franc succès devant les deux présidents. J'ai eu l'impression que leurs remarques étaient assez favorables et ça revenait complètement à ce que l'on pensait et ce qu'on avait conclu de notre projet. Donc nous étions plutôt satisfaits de leurs remarques. Les rapporteurs ont comme chaque année été conviés à la séance plénière du Conseil économique et social présidée par André Garino qui se tiendra au mois de juin. À la suite de ce rendez-vous, les 4 vœux proposés seront remis au gouvernement pour une éventuelle mise en place concrète de ces projets. Un nouveau produit touristique vient d'être lancé en principauté. Le musée océanographique et le jardin exotique de Monaco se sont associés afin de proposer une offre plus complète à leurs visiteurs. Vanessa Dessy a assisté à cette conférence de presse. Voici ses explications. 2 acteurs touristiques majeurs s'associent afin de renforcer la destination Monaco. Le musée océanographique et le jardin exotique proposent dorénavant un billet jumelé. Ce nouveau produit touristique est né d'une simple constatation, le projet d'un grand parking devant le jardin exotique. Cependant, pendant la période des travaux, les autocars qui avaient l'habitude de se stationner à proximité du jardin exotique de Monaco ne peuvent plus le faire et le jardin exotique perd, par cette absence de stationnement, la fréquentation de nombreux groupes de touristes. Et donc nous avons eu l'idée de développer un billet commun, tout particulièrement orienté sur les groupes, de manière à permettre aux autocars de touristes de venir se stationner au parking des pêcheurs, de venir visiter le musée océanographique, ensuite de pouvoir emprunter avec leur billet les autobus de la compagnie de Monaco pour aller au jardin exotique, visiter le jardin exotique et revenir sur le rocher pour se promener, aller voir la relève de la Garde, aller visiter le palais princier et reprendre leur autocar. Depuis plus de 75 ans, le jardin exotique accueille quelques 120 000 visiteurs chaque année. Des billets jumelés permettront d'augmenter la croissance des ventes d'environ 20%. Ce partenariat est donc une très belle opportunité. La demande, en tout cas en ce qui concerne le jardin exotique,
d'un billet commun avec le musée océanographique, qui est l'établissement touristique phare de Monaco, existe depuis très très longtemps. C'était une demande qui revenait très souvent et on est très heureux de l'avoir justement concrétisée. Ce partenariat n'est qu'une première étape car une réflexion est d'ores et déjà lancée avec d'autres entités culturelles de la Principauté. Le projet pourrait même se présenter sous forme de carte-passe qui donnerait plus de liberté aux visiteurs. Et dans le reste de l'actualité, le dernier invité de la Monaco Méditerranée Foundation était Thierry de Montbrial, avec comme sujet l'Europe survivra-t-elle. Cette conférence s'inscrit dans la suite logique du précédent rendez-vous animé par Jean-Claude Trichet et qui se penchait sur l'avenir de l'euro. Cette conférence s'est déroulée à l'hôtel Hermitage et sachez que Thierry de Montbrial sera notre invité du week-end dans notre prochaine édition. Coup de projecteur à présent sur cette exposition éphémère qui s'est tenue au Fairmont, Monte-Carlo, une exposition consacrée à l'artisanat indonésien. Émilie Rousseau vous propose de découvrir toute l'histoire qui se cache derrière cet art ancestral. L'artisanat indonésien était à l'honneur au Fairmont Hotel le temps d'une soirée, un artisanat qui reflète de la diversité du pays. En effet, le plus grand archipel au monde est le 4e pays le plus peuplé et possède une culture riche et variée. Ces textiles exposés en sont la preuve, c'est d'ailleurs la forme d'artisanat la plus répandue en Indonésie. L'Indonésie compte environ plus de 1000 ethnies. Toutes ces ethnies ont une technique particulière pour fabriquer leurs vêtements. Vous avez peut-être pu apercevoir le batik, qui est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Il y a aussi ce type de tissage que je porte sur moi actuellement. Cette exposition est aussi l'occasion de faire découvrir le savoir-faire fait main des Indonésiens et de promouvoir cette culture ici, à Monaco. Les pièces de cette exposition sont issues de la collection privée d'Oscar Lawatala, un styliste indonésien désireux de préserver l'héritage et le savoir-faire de ses ancêtres. L'ikat, le songket ou encore le fameux batik sont ici représentés. Un motif, une couleur, une matière qui a tout un sens pour les Indonésiens. Le sens de la vie dans notre culture ressemble à un cycle de la vie. Quand il y a une naissance, un tissu est attribué à l'enfant. De même, lors de fêtes pour le passage à l'adolescence ou lors d'un mariage, il y a des tissus et des motifs spéciaux, y compris lors des décès. Le corps est enveloppé dans un linceul et enterré avec. Donc, comme vous pouvez le voir, les textiles sont intimes à notre vie et notre culture. Quand on me demande à quoi ressemble la mode en Indonésie, je montre ces textiles. Cet événement organisé par l'ambassade d'Indonésie à Monaco avait pour but de promouvoir les relations entre les deux pays, qu'elles soient culturelles, touristiques ou économiques, deux pays qui partagent étonnamment le même drapeau. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent de passer aux prévisions météo de ces prochains jours. Découvrez la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Vendredi, amélioration progressive du temps après la pluie de la nuit. Le ciel restera nuageux, les températures seront clémentes avec 14 degrés au lever du jour et 19 degrés dans l'après-midi. Samedi, ciel changeant et nuageux, risque d'averses avant la nuit, les températures seront en légère baisse. Dimanche, éclaircie plus franche le matin que l'après-midi, apparition de nuages d'averses en cours d'après-midi. Il fera 16 degrés au plus chaud de la journée. Et finalement lundi, le temps sera plus clément que ces derniers jours. Les températures remonteront progressivement avec 12 degrés le matin et 17 degrés dans l'après-midi. Vous avez découvert la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez toute l'actualité de la Principauté sur le site Monaco Channel. Je vous dis quant à moi, à très bientôt sur Monaco Info.